Bien, merci Christian, bonsoir à tous. Je voudrais avant de commencer saluer Monsieur Malbrook, mon enseignant, mon professeur de géographie de l'école secondaire qui m'a donné le goût de la géographie jusqu'à aujourd'hui, et puis Christian aussi, qui m'a confirmé que c'était une bonne option d'étudier la géographie une fois à l'université. Alors, le problème des nuisances aériennes à Bruxelles en 35 minutes, c'est un défi, parce qu'on pourrait en parler des heures et des heures. Donc je ne vais pas pouvoir vous dresser le tableau complet ni l'historique complet du problème. Je vais prendre une fenêtre précise, une des crises liées au problème, vous montrer ce qui s'est passé et essayer de réfléchir avec vous aux facteurs qui ont permis la crise en question. Alors voilà le plan de l'exposé, donc je donnerai quelques éléments de cadrage. On va parler de la crise de 2014, donc la dernière en date, en tout cas la dernière au niveau des nuisances, je ne parle pas des soubresauts récents qu'on a pu lire dans la presse. Ensuite on regardera donc comment tout ça a été possible, et puis quelques éléments de perspective et des conclusions. Alors cette crise de 2014, elle a été longuement étudiée et disséquée dans ce rapport que nous avons produit à l'ULB pour le compte du ministère fédéral des Transports qui nous l'avait commandé. Et donc comme cette étude a fuité dans la presse et se retrouve sur Internet, vous la retrouverez facilement. Je pense qu'elle est maintenant d'ailleurs officiellement placée sur le site du SPF Transport et Mobilité. Donc vous aurez tous les détails supplémentaires dans ce rapport. Alors, pour placer d'abord l'aéroport dans son contexte bruxellois métropolitain, voici une carte qui vous montre la région de Bruxelles-Capitale avec sa périphérie, sa banlieue en mauve. C'est ce qu'on appelle en géographie l'agglomération morphologique dont Christian a parlé la semaine passée. Alors vous avez la périphérie est qu'on appelle couramment l'Oostrand, la périphérie nord qu'on appelle souvent le Noordrand, et donc vous voyez que l'aéroport est situé en région flamande, aux portes de la région de Bruxelles-Capitale, qui est quasiment au bout de la piste principale, et pas très loin de la Grand Place, qui doit se trouver à 8 ou 9 km de l'aéroport. Alors, non seulement l'aéroport est proche de la ville, mais en plus, les deux pistes principales sont orientées vers l'agglomération bruxelloise. Et la raison pour cela est en fait tout simplement physique. Les avions, techniquement, doivent décoller et atterrir face au vent. En tout cas, à partir d'un certain seuil de vent, qui fait d'ailleurs l'objet de débats enflammés entre les experts, parce que plus le seuil est bas, et moins le vent est contraignant, et donc plus c'est le gouvernement qui choisit quelle piste on va utiliser et dans quelle direction, mais une fois que le vent est trop fort, les avions doivent décoller et atterrir face au vent. Alors le vent, regardez bien, le vent en Belgique souffle comme ça, la plupart du temps, c'est encore le cas aujourd'hui je pense, et donc les avions... Ah, petit problème technique, alors les avions doivent... C'est bizarre, il y a petit problème technique, c'est inévitable. Les problèmes de logistique liés au PowerPoint sont inévitables. Et donc les avions atterrissent comme ceci, là ça ne dérange pas trop l'agglomération bruxelloise, et puis ils décollent donc tout droit vers la région de Bruxelles-Capitale, l'essentiel du temps, et donc vers les parties denses de toute l'agglomération que vous voyez ici en mauve. Alors une fois que les avions décollent vers Bruxelles, il y a une décision qui est, à mon avis, plus d'ordre politique que technique à prendre, qui est de savoir si ces avions vont continuer tout droit, c'est-à-dire aller droit vers le centre-ville, Schaerbeek, le centre-ville, Molenbeek, etc., ou s'ils vont virer à droite vers la périphérie nord ou à gauche vers la périphérie est. Et l'essentiel du débat consiste à savoir ce qu'on fait de ces avions une fois qu'ils sont quelque part ici, à une altitude suffisamment élevée que pour partir soit vers le Noordrand, soit vers l'Oostrand, ou sinon, à défaut, vers la région de Bruxelles-Capitale. Et donc chaque fois qu'il y a une crise, c'est parce qu'on a modifié la façon dont les avions allaient tourner, quelles pistes on allait utiliser, etc. En sachant quand même que la nuit,
la plupart du temps dans ce pays, la nuit, les vents sont calmés. Et donc la nuit, le gouvernement est beaucoup plus libre de choisir quelles pistes vont être utilisées. Et donc la nuit, il y a des décollages qui se font directement par la piste secondaire, ici sur la périphérie est de Bruxelles, et aussi des atterrissages qui peuvent se faire comme ceci. Alors, voilà pour le contexte. Donc vous comprenez bien que l'aéroport se trouve localisé au plus mauvais endroit qui était possible. Enfin, l'autre mauvais endroit, ça aurait été au sud-ouest. Comme ça, les avions auraient survolé Bruxelles à l'atterrissage, à très basse altitude. Mais donc, on a une des deux mauvaises localisations par excellence. Et donc, évidemment, au fur et à mesure que l'agglomération s'est étendue et que les quartiers se sont urbanisés, en particulier au nord et à l'est de Bruxelles, mais le conflit entre la volonté d'habiter dans un quartier agréable et les nuisances générées par les avions le jour et à partir des années 80 la nuit également, ce conflit a été croissant et les politiques ont réagi au coup par coup selon leur électorat pour défendre tel ou tel quartier. Voilà, alors c'est dans ce contexte que surgit une énième modification en 2014, donc sous le gouvernement fédéral précédent. Alors voici une image radar de tous les vols jour et nuit pendant une semaine de janvier 2014, donc 2 semaines avant les fameuses modifications de février qui ont fait couler beaucoup d'encre. Et alors regardez bien, donc oui, peut-être pour situer le contexte, donc vous voyez bien la grande majorité des avions qui virent à gauche ou à droite, mais également un certain nombre d'avions qui continuent tout droit vers la ville et passent à proximité de la Grand Place qui est symbolisée ici par l'hôtel de ville. C'est ce qu'on appelle la route du Canal, qui est utilisée en particulier la nuit et les week-ends, aussi bien le jour que la nuit. Alors, ça c'est la situation avant les modifications de février. Regardez bien le changement 2 semaines plus tard, même si là on a une semaine de fin mars. Et donc vous voyez le déplacement d'une bonne partie de ce qu'on appelle le virage gauche, qui a été purement et simplement déplacé sur des parties beaucoup plus centrales de l'agglomération. Alors ce que l'image ne montre pas bien, c'est aussi l'intensification de l'utilisation de la route du Canal, qu'on ne voit pas bien parce que sur la route du Canal, les avions sont très concentrés et donc on ne voit pas qu'il y a toute une série de traits les uns au-dessus des autres. Alors pour pallier à ce problème, on a également réalisé des cartes d'intensité de survol. Donc voici la situation avant les changements de 2014. Donc en gros, plus les couleurs sont foncées, plus il y a une intensité de survol qui est importante. Et voici la situation après les modifications de février. Donc vous voyez 2 choses. C'est la création d'une nouvelle route à travers Bruxelles qui, en gros, traverse et vers l'est de Schaerbeek aux environs de la place Mézère, le quartier des Squares en Biorix et autres, et puis Schumann, puis la Chasse à Etterbeek, le quartier Saint-Julien à Oudergem, le quartier des Pêcheries près de Beaulieu, et puis le centre de Boisfort, avec d'ailleurs un waypoint, comme on appelle, pour guider les avions, qui est virtuellement placé devant la porte du restaurant La Frattoria, en face de la maison communale de Boisfort. Vous ne verrez rien si vous y allez, hein, ce sont des coordonnées qu'on donne aux pilotes, mais pour bien guider les avions, c'est pas moi évidemment, mais les instructions données aux pilotes incluent un point de passage ici quelque part. Deuxièmement, on voit sur cette carte le renforcement de la route du Canal, qui effectivement va être utilisé beaucoup plus intensément qu'auparavant, aussi bien le jour que la nuit. Et puis vous voyez qu'ici, dans les zones qui étaient intensément survolées, on n'a plus beaucoup d'avions qui passent. Il reste une route tout à fait secondaire vers l'est ici. Et alors on ne le voit pas bien, mais ici il y a un peu moins d'avions parce que certains ont été déplacés sur la route du Canal également. Alors, si on regarde la répartition du trafic avant-après, donc vous avez ici
Donc, vous voyez ici des traits qui représentent l'axe central des routes. On sait que les avions se dispersent par rapport à ces axes, mais au moins on a une tentative de simplification de la représentation. Et l'épaisseur des traits est proportionnelle à la répartition du trafic. Et donc ce que montre la carte, c'est qu'avant les modifications, l'est de Bruxelles et sa périphérie recevaient la moitié des décollages et les parties denses de la ville 7% des décollages. Alors on peut après raffiner jour, nuit, semaine, week-end, mais je n'ai pas le temps en 35 minutes. Après modification de février, vous voyez que, bon, d'abord que les quartiers où on a intensifié ou même créé des nouveaux trafics sont des quartiers denses à très denses. Et in fine, les quartiers denses de Bruxelles reçoivent 46% des décollages. Le secteur Est, si on peut dire, donc les marges orientales de la région et sa périphérie ne reçoivent plus que 13% des vols, et la périphérie nord perd 1 ou 2% et continue à recevoir un gros 40% des vols. Donc un déplacement massif des décollages vers Bruxelles. Et alors, troisième analyse qu'on peut faire, on peut superposer l'axe des routes avec les revenus de la population. Alors avec les prudences d'usage, puisqu'il s'agit du revenu imposable, donc ça ne représente pas l'entièreté de la richesse ou même de la pauvreté de la population, parce qu'on sait que à la fois la pauvreté et la richesse sont sous-estimées par l'impôt, par l'indicateur impôt. Mais malgré tout, vous voyez que les quartiers que l'on va soulager sont des quartiers à haut revenu. Donc plus la carte est rouge, plus on est dans les hauts revenus, plus elle est bleue, plus on est dans les bas revenus. Donc les quartiers qui vont être épargnés, surtout en périphérie est, un peu en périphérie nord, sont des quartiers au-dessus de la moyenne sociale. Et au contraire, la route du canal qui va être renforcée se trouve être la route des quartiers populaires de Bruxelles, dont Christian a abondamment parlé la semaine passée. Et le nouvel axe qui est créé à travers Bruxelles est un axe qu'on pourrait qualifier de socialement intermédiaire, des quartiers populaires par endroits, de classe moyenne ou plus bourgeois ici au sud de Bruxelles. Mais avant d'arriver dans les quartiers bourgeois, dans certains quartiers bourgeois de Boisfort, on passe par des quartiers plus intermédiaires. Donc, au niveau simplement des faits, on a un déplacement très clair des nuisances vers Bruxelles. Alors, on a tenté des estimations de personnes impactées. C'est un peu complexe. Je vais simplement dire que la nouvelle route, le nouveau virage gauche, si vous voulez, dans Bruxelles, représente, alors selon les hypothèses, jusqu'à 400 000 personnes. La route du canal par le centre de Bruxelles donc, représente aussi à peu près 400 000 personnes. Et en comparaison, la route par les marges orientales de la région bruxelloise, l'ancien virage gauche représentait 130 000, 135 000 personnes. Donc on a multiplié par 3 le nombre de personnes impactées. Alors il faut pondérer par les nombres d'avions. Tout ça est un peu difficile à détailler en une demi-heure, mais il n'y a aucun doute sur le fait que beaucoup plus de personnes qu'auparavant ont été soumises au bruit des avions. Même chose avec le fait d'envoyer des avions sur la route du canal plutôt que par le nord et le ring occidental. On passe de 75 000 habitants survolés on passe de 145 000 habitants survolés à près de 400 000. Donc, de nouveau, on est dans la maximisation, si vous voulez, du nombre de personnes impactées. Donc, en résumé, au niveau des faits, on a soulagé des banlieues, et je dirais même des banlieues pour l'essentiel socialement favorisées, et on a désavantagé des quartiers denses et généralement socialement peu ou pas favorisés. Et donc en image, voici le genre de quartier épargné et voici le genre de quartier nouvellement survolé ou plus intensément survolé qu'auparavant. Donc il y a évidemment beaucoup plus de personnes impactées par le bruit et aussi, sans vouloir faire du catastrophisme, plus de personnes impactées au cas où un avion venait malheureusement à s'écraser sur la ville, ce qui ne peut jamais être écarté comme hypothèse. Alors présenté comme ça, cela semble tout à fait invraisemblable
comme changement, décidé par un gouvernement fédéral à l'unisson, puisque ce genre de décision se discute en réunion intercabinet. Donc, contrairement à ce que la presse a parfois laissé penser, ce n'est pas le ministre seul qui a décidé du changement. C'est bien sûr sous l'impulsion du ministre, mais sous le contrôle du gouvernement fédéral au grand complet. Et donc la question est évidemment de savoir comment tout cela a été possible. Alors, je pense qu'il y a un faisceau de facteurs qui a conduit à une telle évolution. Le premier est qu'il y a une inégalité dans la façon dont les gens, dont les habitants se défendent contre la nuisance aérienne. Et cette inégalité suit largement le clivage social, parce que pour contester une politique de l'État jusqu'éventuellement en justice, pour produire un discours qui va être raisonnable et perçu comme recevable ou comme dangereux par le gouvernement au point de modifier les trajectoires des avions, eh bien, il faut à la fois des ressources culturelles importantes, il faut pouvoir produire un discours intelligible, il faut comprendre la situation, il faut être capable de monter des sites internet, de mener de la propagande, que ce soit par les médias, par internet, par des relais politiques, etc. Et il faut éventuellement se payer des avocats spécialisés en droit de l'environnement, éventuellement du droit de deux régions différentes, plus de l'État fédéral et du droit européen. Donc il faut des moyens financiers qui sont également très importants. Et quand vous regardez la géographie de la contestation, c'est exact, vous retrouvez sans aucun doute les quartiers favorisés. Voici une carte du lieu de résidence de ceux qui ont été en justice contre l'État belge entre 2002 et 2007. Ça fait beaucoup de monde à encoder, donc je n'ai pas encore eu le courage de me lancer dans les années plus récentes. Il y a parfois dans la période 2002-2007, il y a eu une action où 3400 personnes et des poussières sont allées en justice contre l'État, donc il faut encoder tous les codes postaux pour faire la carte. Ça prend du temps. Et donc vous avez ici un nombre de plaignants par ménage, donc un taux de pénétration, si vous voulez, d'action en justice. Et en gros, vous retrouvez la périphérie Est un petit peu, la périphérie Nord beaucoup, et Bruxelles est quasiment absente de la carte. Voici une autre forme de contestation qui est le fait de remplir un formulaire à destination d'une cellule de l'administration fédérale qui s'appelle Airport Médiation, qui n'a rien à voir avec l'aéroport, c'est une cellule fédérale, où vous pouvez déposer une plainte. Alors, ce n'est pas une plainte au sens pénal, c'est simplement signifier votre mécontentement. Et donc là aussi, on a des statistiques en fin d'année. Et donc, vous avez ici le lieu de résidence des plaignants. Alors, c'est une carte par plaignant et pas par plainte, parce que vous en avez qui déposent 2000 plaintes sur l'année. Là, même parfois plus. Donc ici, vous avez seulement les plaignants indépendamment du nombre de plaintes. Et donc, vous retrouvez de nouveau une forte présence de la périphérie. Cette fois-ci, c'est la périphérie Est qui domine, un petit peu l'Est de Bruxelles, mais vous voyez que, par exemple, les quartiers centraux de Bruxelles, les quartiers populaires pourtant survolés par les avions au niveau de la route du Canal depuis 2003-2004, sont notoirement absents de la contestation. Donc, ce qui remonte, si vous voulez, aux oreilles du gouvernement, c'est un mécontentement de la périphérie. Et donc je pense que, pour résumer les choses de manière très simple, je pense qu'il y a une partie de ping-pong entre la périphérie nord et la périphérie est pour se débarrasser des nuisances aériennes. Et de manière imagée, je pense que la balle, qui représente la sortie de crise chaque fois qu'il y en a une, elle a tendance à tomber au milieu du jeu de quilles, c'est-à-dire sur Bruxelles. Et qu'à force d'envoyer les avions une fois au nord, une fois à l'est, finalement la porte de sortie, c'est de les envoyer plus sur Bruxelles. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la création de la route du Canal en 2003 et plus récemment avec les changements opérés en 2012, 2013, 2014 par le gouvernement fédéral, surtout en 2014 pour être précis. Deuxième élément, il y a un certain nombre de lobbies ou de comités de quartier qui sont particulièrement bien implantés dans l'appareil d'État, ce qui génère évidemment des conflits d'intérêts.
quand vous avez des experts ou des conseillers de cabinets ministériels qui en même temps conseillent ou sont à la tête de comités d'habitants, je vous laisse deviner au profit de qui ils prennent leurs décisions et de comment ils font pencher la balance dans des négociations d'intercabinets. C'est des choses qui sont avérées, dont les intéressés se cachent à peine, qui ont été longuement expliquées dans la presse, mais ça n'a pas l'air d'avoir fait plus de scandale que cela, mais c'est une réalité. Élément supplémentaire, la matière est évidemment complexe. Comprendre tout ce problème de survol, quelles sont les contraintes techniques qui existent, quelles sont les fausses contraintes techniques qu'on essaye de nous faire avaler pour justifier telle ou telle décision, c'est vraiment pas évident. Et donc je pense qu'il est assez facile dans une réunion interministérielle de faire croire que ceci ou ceci s'impose à tout prix, parce que de toute façon, on ne peut pas dire que tout le monde dans la salle maîtrisera le sujet. Alors, pour ce qui est des modifications que je vous ai montrées, les décisions se sont prises sans une cartographie claire. Le gouvernement ne s'est pas appuyé sur des cartes comme celle que je vous ai montrée, qu'on a réalisée en équipe à l'ULB. Et non seulement il n'y a pas eu de cartographie de qualité, mais en plus les cartes qui ont été utilisées étaient en partie erronées. Voici un exemple de carte utilisée aux réunions d'intercabinet de 2012 qui vont prendre les décisions qui seront mises en œuvre en 2014. C'est une carte qui est proposée qui est soumise au gouvernement par Belgocontrol et qui présente la situation existante telle qu'elle était supposée être en 2012. Alors, je vous avoue que j'ai beau être géographe, c'est difficile de se retrouver sur un plan pareil, donc ça a l'air d'être une carte peut-être au 350 millième, au 500 millième, je ne sais pas très bien. On voit des pattes de mouche, on devine ici plus ou moins les limites de la région bruxelloise. Donc, première chose qu'on a faite à l'ULB, on a surimposé à cette carte les limites administratives. Les limites communales, les limites régionales, au moins on voit de quoi on parle. Et là, on se rend compte que le soi-disant virage vers la gauche tel qu'il existait est représenté par Belgocontrol très à l'intérieur de Bruxelles. Beaucoup plus à l'intérieur que ce que je vous ai montré sur les tracés radars tout à l'heure. On se dit, tiens, c'est bizarre, puisque nous, d'après les tracés radars, les virages vers la gauche, ils sont là. Donc la situation existante qui va servir de référence pour prendre des décisions pour des modifications de route est déjà présentée de manière erronée. À supposer que les conseillers du gouvernement qui sont présents à la réunion sachent lire une carte, ce qui n'est pas non plus évident, mais à supposer que ce soit le cas, ils se retrouvent avec des cartes qui sont mal dessinées. Donc voilà, pour le présenter plus clairement, le virage vers la gauche tel qu'il est montré au gouvernement par Belgocontrol. Voici ce que moi je constate sur les tracés radars, et voici la route telle qu'elle a été discutée à l'intercabinet de 2012. Alors, vous allez me dire, tout ça, ça ne sont que des cartes, c'est pas très important, mais quand même, parce que quand vous comparez la nouvelle route avec la bleue, vous vous dites, tiens, la modification n'est pas significative. Par contre, si vous la comparez avec la verte, là, l'écart par rapport à la situation existante est beaucoup plus important. Et donc, on induit potentiellement le gouvernement en erreur. Bon, et accessoirement, la route finira par être comme ceci, mais ça, c'est encore une autre histoire. Alors, les gens avec qui j'ai échangé, notamment au niveau du cabinet du ministre des Transports, après avoir déposé le rapport, qui n'étaient pas très contents, il faut bien le dire, m'ont dit, oui, mais c'est pas grave, parce que les experts qui sont aux réunions savent très bien que, etc., etc. Ouais, le problème, c'est que j'ai le PV de la réunion en question. Alors ça, c'est l'explication sur comment ils ont fait leur erreur. Voilà, donc là, j'ai le PV, les noms sont barrés, mais vous voyez, je fais la parenthèse, vous voyez que tous les cabinets, tous les partis d'une majorité sont présents quand on discute d'un sujet comme celui-là. Les noms sont barrés, mais ça n'a aucune importance. Et donc,
vous voyez qu'un tel fait remarquer qu'on va voler un tout petit peu plus longtemps au-dessus du territoire de la région bruxelloise. Donc il semble bien que la cartographie erronée conduit à une erreur d'appréciation en réunion intercabinet. Et alors, il y a un membre de la réunion qui souhaite disposer des cartes pour visualiser les modifications, un autre le demande également. Ces documents sont remis en séance afin de pouvoir se forger une opinion. Donc on remet des cartes géographiquement fausses à tous les représentants de tous les partis, donc les conseillers des vice-premiers ministres, plus le conseiller du ministre des Transports, pour se forger une opinion. Moi, je trouve ça grave, et ça contribue sans doute à expliquer le fiasco de 2014. Alors, on peut ajouter à tous ces problèmes la faiblesse de la région de Bruxelles-Capitale dans le système institutionnel belge. Je pense qu'il y a sans doute deux éléments forts qui sont la communauté flamande et la région wallonne. Et puis entre deux, il y a d'autres institutions de moindre poids. Et je pense que la région de Bruxelles-Capitale en fait partie. Elle est mal placée parce qu'elle doit à la fois réclamer de l'argent à l'État fédéral pour être refinancée et avoir les moyens d'une politique notamment de transport urbain, une politique sociale pour lesquelles les moyens manquent, et en même temps, elle est tentée de perturber le fonctionnement de l'aéroport, ou en tout cas de se faire des ennemis parmi les représentants de la région wallonne et surtout de la région flamande vers lesquels les avions voleraient s'ils n'étaient pas à Bruxelles. Donc je pense que la région bruxelloise, en plus d'être structurellement faible, est dans un jeu compliqué. Et puis en même temps, la position internationale de Bruxelles, elle ne découle pas que des TGV à la gare du Midi, elle découle aussi, et sans doute même surtout, de l'aéroport. Et donc, voilà, il ne faut pas oublier qu'on peut se rendre du quartier européen à l'aéroport en 15-20 minutes en voiture quand il n'y a pas d'embouteillage. À partir de mi-décembre, il y aura des services ferroviaires également qui permettront d'aller à l'aéroport. Donc l'aéroport proche de la ville, il a aussi des avantages pour certaines catégories de population, et cette proximité participe du rayonnement international de Bruxelles. Donc je pense que la région bruxelloise est vraiment dans une situation délicate. En même temps, on a vu qu'elle ne devait pas perdre trop d'habitants, et surtout les habitants qui payent des impôts. Et donc, s'il y a des avions partout, c'est évidemment pas la meilleure façon de garder des habitants. Donc je pense que la position de la région est vraiment inconfortable. Là-dessus, 3 semaines après la modification des routes, la précédente ministre bruxelloise de l'Environnement sort un communiqué de presse, et elle est la première à montrer des tracés radars. Le problème, c'est qu'elle va montrer cette carte-ci, qui est notoirement fausse. C'est un document technique sorti de l'administration qu'il ne fallait jamais montrer. D'ailleurs, vous ne trouverez jamais un tel document dans aucun rapport public. La réalité, la voici. Mais donc, la ministre fait son scoop, et puis le ministre fédéral des Transports lui dit « Madame, en substance, vos tracés radars sont faux. » Ben oui, ils sont faux. La réalité est à droite. Et donc, on a encore perdu 1 mois ou 2 avant de savoir où étaient exactement les avions, puisque la région et l'État divergeaient sur l'endroit où passaient les avions. Alors, en plus de cela, l'État fédéral, pour modifier les routes telles qu'elles ont été modifiées en 2013-2014, l'État fédéral ne s'est pas encombré avec des études d'impact qu'il aurait fallu réaliser avant les modifications. Donc, des études ex ante, comme on les appelle, n'ont pas été réalisées. Pourtant, quand on lit l'accord de 2010, alors on a beaucoup parlé de l'accord de 2010 à l'époque, le voici, c'est en fait une note qui date de la veille du Conseil des ministres. Dans la note en question, le point crucial, qui est le point 9, qui est en fait le seul point réellement décidé le 26, donne le feu vert pour les modifications des routes, mais dit qu'il faut le faire en suivant la procédure fixée dans l'avant-projet de loi sur le cadre d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National. Et quand on va voir l'avant-projet de loi qui est discuté au même Conseil des ministres du 26 février 2010,
Alors, je ne peux pas vous montrer tous les extraits, ça fait beaucoup de pages, mais il est écrit qu'en cas de modification substantielle des procédures aériennes, il faut réaliser un rapport d'incidence sur l'environnement, ce n'a jamais été fait. Il faut se concerter avec différentes institutions, dont les régions, cela n'a pas été fait. Et il faut réaliser une concertation publique qui doit durer 1 mois, annoncée aux moniteurs belges, pas pendant la période du 15 juillet au 15 août, etc. etc. Ça n'a pas été fait non plus. Donc, quand le ministre a dit « je n'ai fait que respecter l'accord de 2010 », la réalité semble différente, mais surtout, le reste du gouvernement ne l'a pas rappelé à l'ordre pour autant. Donc, voilà, je le dis, je le répète, c'est bien un gouvernement dans son ensemble qui a décidé des modifications. Alors, quelle perspective, il me reste quelques minutes, quelle perspective dans tout cela? D'abord, on entend souvent, l'aéroport étant mal placé, il faudrait le localiser ailleurs. D'accord, le problème c'est où? Qui va accepter d'avoir un aéroport avec en gros des nuisances aériennes 20 km à l'est, à l'ouest, au nord et au sud? J'entends au nord, oui, donc le problème c'est qu'au nord, les densités de population sont plus élevées qu'au sud. Si l'aéroport allait au sud, il y a le problème des emplois qui basculent du nord vers le sud probablement également. Il y a le problème des voies d'accès. Il faut qu'un aéroport soit bien accessible et si possible en train. Alors, on peut toujours refaire l'histoire, mais la réalité est que dans la fin des années 80, on a décidé de moderniser l'aéroport in situ. Et donc je pense que c'est à ce moment-là qu'il fallait prendre les décisions de relocalisation. Entre-temps, on a investi 771 millions d'euros pour reconstruire un aéroport tel qu'il apparaît aujourd'hui. On a dépensé plus d'un demi-milliard d'euros pour des nouveaux accès ferroviaires. Et puis, cerise sur le gâteau, on a privatisé l'aéroport. L'État a vendu 75% de ses parts de l'aéroport, ce qui veut dire que si aujourd'hui l'État venait à décider de force de relocaliser l'aéroport ailleurs, il faut commencer par exproprier le propriétaire actuel de l'aéroport, qui je pense est un fonds de pension australien, oui, je pensais que c'était nord-américain, mais en tout cas, il y a en tout cas, voilà, exactement. Donc c'est les Allemands, je crois, qui ont installé l'aéroport. Oui, mais alors là, vous remontez aux années 40, mais donc, effectivement, donc l'aéroport... Quel est l'idiot qui a été mais je pense que on va garder des questions-réponses pour tout à l'heure, mais brièvement, dans les années 40, personne n'imaginait que l'aviation civile deviendrait ce qu'elle est aujourd'hui. Personne n'imaginait sans doute que Bruxelles serait une ville internationale comme elle l'est devenue. Donc je pense que la vraie bêtise, c'est dans les années 80, quand il n'était peut-être pas encore tout à fait trop tard pour essayer de trouver une solution. Je dis bien essayer parce que ce n'est pas encore dit qu'on y serait arrivé. Alors l'aéroport est privatisé, et alors un des meilleurs secrets, un des secrets les mieux gardés de ce pays, c'est le contrat de vente. J'ai trouvé beaucoup de documents, mais le contrat de vente, ça je ne l'ai malheureusement jamais eu entre les mains. Et comme il est secret, ça alimente évidemment des suspicions quant à des clauses qui garantiraient l'exploitation dans des conditions avantageuses pour le propriétaire privé de l'aéroport. Je dis bien, ce sont des suspicions, personne n'en a la preuve puisque le contrat est secret. Alors, que faire avec un aéroport qui reste là où il est? Je pense que la première chose, c'est de donner à l'administration les moyens d'analyser la situation et de contrôler ce qui se passe. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. On a lu dans la presse ces dernières semaines qu'il y a manifestement une guerre de l'information avec Belgocontrol qui détient beaucoup d'informations géographiques et quantitatives et qui refuse manifestement de les transmettre à l'administration. Ça veut dire que l'administration ne peut pas jouer son rôle de contrôleur environnemental, si vous voulez, de la situation. Donc ça, c'est un véritable problème. Et je dirais qu'à la limite, l'étude que nous avons réalisée à l'ULB
dans un monde mieux fait, c'est l'administration qui aurait dû pouvoir faire cette étude elle-même. Bon, on est très content de l'avoir faite, mais il n'est pas, à la limite, c'est quand même incroyable qu'il faille aller chercher des docteurs à l'université pour superposer des tracés radars et des densités de population. Ce sont des techniques qui sont assez faciles à maîtriser et que l'administration pourrait très bien maîtriser si elle en avait les moyens humains, mais également si elle avait accès aux sources de données de Belgocontrol. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je pense qu'il faut revoir les procédures en fixant une fois pour toutes des critères clairs, en les assumant face à la population. Et je pense que dans les critères, il y a évidemment le critère de la densité de population qui semble être le critère le plus rationnel, le plus logique, et que l'on met en œuvre dans la plupart des autres pays du monde. Et alors, à défaut de procéder ainsi, et donc d'épargner largement les quartiers denses de Bruxelles, il reste à la région bruxelloise le fameux arrêté bruit, qu'on appelle parfois arrêté Gozouin, qui date de 1999, qui trace 3 zones, les zones 0, 1, 2, et donc plus les zones sont foncées et moins l'arrêté tolère des niveaux de bruit importants. Il y a aujourd'hui chaque semaine des dépassements, donc des infractions aux normes de bruit de la région bruxelloise, et la région bruxelloise ne poursuit pas systématiquement les compagnies. Je pense que la seule arme dont la région dispose réellement, c'est son arrêté bruit. Et je pense qu'en étant intransigeante sur le fait de réclamer les amendes, je pense que la région a une arme assez puissante, parce que l'aéroport ne veut pas perdre les compagnies, et donc l'aéroport, à ce moment-là, fera pression sur l'État pour que les avions soient redirigés vers des zones à faible densité de population. Conclusion de tout cela, d'abord je pense qu'il est vraiment important de dire et de rappeler que la géographie des inégalités sociales est vraiment quelque chose un élément fondamental du problème et vraiment structure la capacité des gens à se défendre et structure donc le risque qu'ils ont à recevoir des avions au-dessus de leur logement. Donc ça, je pense que c'est vraiment un élément fondamental qu'il faut bien avoir en tête. Alors, s'agissant des modifications que j'ai montrées, donc les modifications de 2014, il apparaît que le gouvernement prend ses décisions comme ça, en réunion intercabinet sans études sérieuses. Il y a évidemment des études techniques. Donc les études de sécurité, celles-là, on les fait toujours. Mais les études environnementales ne sont pas réalisées. Il n'y a pas de véritable cartographie. Et surtout, la cartographie qui est faite est mal faite. Et donc la question qui est posée, et qui me hante d'une certaine manière, c'est de savoir si, dans ces réunions d'intercabinet, s'il y a une incompétence généralisée, ou si certains, et c'est peut-être plutôt pour cette théorie que je penche, certains maîtrisent quand même bien le dossier et parviennent à manipuler les autres avec des documents erronés, avec un aspect technique du dossier qui fait que c'est facile d'embobiner les autres, qui doivent croire sur parole ceux qui sont des experts et qui peuvent donc dominer les autres dans la négociation. Et puis, troisième élément, vous voyez qu'avec quelques analyses et quelques techniques géographiques très simples, on montre que la géographie, l'air de rien, on le savait, mais ça reste un savoir, une discipline qui sont tout à fait stratégiques, qui permettent de révéler des décisions gouvernementales, d'éclairer les processus de décision. Et donc, il y a un géographe célèbre, Yves Lacoste, qui a écrit que la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Je pense que dans les années 70, je pense que la formule reste d'actualité, même si on ne parle pas nécessairement de guerre militaire. Et alors, dernier élément, la planification
quand elle est d'ordre territorial, d'ordre spatial, géographique. Et donc ça vaut pour les nuisances aériennes. Je pense que par principe, on n'est pas dans la science. La question, c'est pas de trouver l'indicateur, le meilleur indicateur qui permet de minimiser les nuisances. Ça, je pense que très facilement, des centaines de scientifiques pourraient le faire. Le problème, c'est le rapport de force qu'il y a entre tel électorat et tel autre électorat. Et donc, la question n'est pas simplement d'optimiser la localisation les routes des avions. La question, c'est de savoir qui décide et au profit de quelle population et qui est en mesure d'influencer le processus. Et donc, sur des sujets parallèles, je vous recommande ces deux livres qui vous montrent à quel point l'aménagement du territoire ou les politiques inscrites dans l'espace géographique sont tout sauf neutres et donc sous leur apparence technicienne, en fait, révèlent des rapports sociaux très marqués. À vos souhaits. Alors, je vous rassure, il y en a qui ont eu de la chance, c'est l'équipe des Diables Rouges qui, pour se rendre à Rio, en passant par Dakar, a pu emprunter la route du canal. Et donc, ceux qui étaient assis à gauche ont dû avoir des magnifiques vues sur Bruxelles. Et donc, je vais conclure sur cette note. Je vous remercie et on passera donc aux questions après l'exposé de Tatiana Debrou. Merci.